On a vraiment l'honneur de recevoir Dr. Élise Berger-Pelletier pour ses grandes entrevues du Living Lab Charlevoix. Et dans le cadre du stage de leadership et d'innovation des résidents et de notre stagiaire en ergothérapie, c'est un stage en temps de pandémie. On a vraiment une personne qui a joué un rôle clé, qui joue toujours un rôle clé parce qu'on se rappelle tous que ce n'est pas terminé, cette pandémie-là, malheureusement. C'est Dr. Élise Berger-Pelletier. Fait que, on va faire un petit topo, Élise, là, si tu me permets. Je veux juste dire, au départ, on avait proposé quand même une liste de speakers en fonction des objectifs du stage. Ce stage qui a 5 genres de piliers, on va dire. Donc, évidemment, l'apprentissage de la pandémie. Donc, on a eu des conférences de Joanne Yu, on a parlé beaucoup de gestion de pandémie. On a eu aussi une conférence sur on a un pilier qui est la créativité, l'art, créativité, innovation. Donc, on a eu une présentation de Bernard Petiot, qui était le vice-président de Cirque du Soleil, qui était un de nos premiers à présenter là-dedans. Puis, après ça, on a un volet sur la médecine rurale et sur le wellness. Donc, et comment implanter des innovations. Donc, on a eu des formations et les conférences. On essaie que toutes les conférences touchent un peu à ces sujets-là. Fait qu'il y en a qui sont plus spécialisés en créativité, comme Bernard Petiot, mais gens quand même, tu sais, 4000 personnes. Donc, il est capable de parler de leadership puis d'innovation. Et toi aussi, c'est très intéressant parce qu'on va essayer de t'amener dans ces différentes pistes. On a essayé de le faire aussi avec Henry hier dans les grandes entrevues. Fait que dans la liste de speakers qu'on avait, on avait toi et les résidents. Tout de suite, on dit on veut absolument qu'Élise fasse partie très rapidement de des grandes entrevues. OK? Fait que toutes les personnes qui te connaissent, Élise, t'admirent beaucoup. Tu es une personne qui a gravi les échelons on va dire, du pouvoir, de la gestion administrative. Je sais que tu es bon, mais quand même, tu as une notion du pouvoir. Tu vas nous en parler aussi, là, que tout est relatif dans la vie puis tout ça. Mais quand même, tu as gravi tous ces échelons-là assez rapidement pour toutes sortes de raisons. On va essayer de comprendre ça. Mais tu es aussi quelqu'un que les gens apprécient, tu as une belle humilité, tu es toujours là sur le terrain, puis tu te mêles avec tout le personnel à l'urgence. Puis moi, j'ai vraiment la chance de connaître Élise à l'urgence parce qu'on travaille ensemble. En fin de semaine, on a fait un chiffre ensemble, on a parlé de cette grande entrevue-là. Fait que c'est vraiment intéressant. Et bien, une petite anecdote, j'ai connu Élise il y a maintenant déjà plus que 10 ans. Fait que, ben, c'est pas l'anecdote du karaoké. Non, OK, phew. Non, je montre pas cette vidéo-là. Non. De la nuque. Ça, lui, je me rappelle pas, mais non, c'est ça. Mais en fait, c'est intéressant. J'étais médecin rural, donc en Colombie-Britannique. Donc là, on parle d'il y a plus de 10 ans. Et je faisais un stage avec comme médecin rural, il nous permet de faire des stages en milieu urbain de temps en temps, puis il y a des fonds pour ça. Et puis, j'étais en milieu urbain avec un urgentologue du Vancouver General Hospital. Arrive dans la salle de trauma, c'était pas moi qui étais en stage là, mais j'observais, arrivent 2 personnes qui s'étaient poignardées dans le cou, vraiment une grosse affaire. Il y avait des multiples personnes, des équipes de traumatologie, des anesthésistes, des ORL, tous les résidents, les fellows, l'équipe de trauma. Puis, il y a une personne qui était à la tête du patient, tout ça, qui parlait, puis qui semblait bien gérer tout ça. Puis, à un moment donné, il y avait de la police, le chaos total était pris dans cette salle de trauma-là. Je n'avais jamais vu. Il devait y avoir 50 personnes dans une salle pas très grosse. Et là, j'entends quelqu'un « Please be quiet. I am in charge. » avec un petit accent français. Et puis, je me tourne vers le patron, qui est un seigneur bien apprécié, puis il me dit « Ah, that's a Montreal girl. » Bon, il s'était trompé. C'est une fille de Québec. Et c'était Élise Berger-Pelletier. Puis il m'a dit « Ah, she's really fantastic. » Puis j'ai tout de suite vu le sens de leadership, prendre le leadership d'une salle de traumatologie complètement chaotique, de quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui, avec tous ces grandes sommités qui est en stage, réussit à prendre le contrôle. J'ai raconté l'anecdote aux résidents. Je dis, je garderai le punch, mais je l'ai vendu hier. Fait que j'ai tout de suite vu ton sens de leadership. Puis après ça, j'ai même été ton patron sur quelques gardes à l'urgence. Donc, c'est ça. Fait que là, on travaille ensemble. Et là, tu as un poste vraiment important dans lequel tu gères toute la médecine d'urgence et les soins préhospitaliers au gouvernement. Fait qu'Élise, d'abord, ça nous fait vraiment plaisir de t'accueillir. Pourrais-tu nous décrire un peu plus ce poste-là? Puis après ça, on va en suivre. Fait que ce qu'on fait, c'est 20 minutes, je pose des questions.
20 minutes, c'est les résidents, tour de rôle, puis après ça, on ouvre. On est ici pour à peu près 1 heure. Est-ce que ça te va, Élise? Oui, c'est parfait. Oui, OK. Fait que, peux-tu nous dire ton titre exact? Parce que c'est compliqué, mais je pense que Oui. j'ai décrit un peu l'esprit de ton poste. Oui, en fait, l'organigramme du ministère, c'est compliqué, puis il change aux 3 semaines, puis on aime ça des longs noms. C'est compréhensible. En fait, j'ai 2 postes. Je suis la directrice générale adjointe. Fait que dans le fond, au ministère, il y a le sous-ministre en titre. Après ça, il y a des sous-ministres adjoints. Chaque sous-ministre adjoint a une direction générale. Donc, la direction générale de la santé publique, par exemple, c'est le Dr Horacio Arruda. Puis, Dr Lucio Pattoni a la direction générale des affaires médicales, pharmaceutiques, infirmières et universitaires. Mais je n'ai pas dit dans le bon ordre, mais bon, c'est ça pareil. Puis, dans le fond, dans la direction de Dr Pattoni, il y a 4 directions générales adjointes. Fait que moi, j'ai celle du préhospitalier et des urgences. Puis, depuis un petit peu moins qu'1 an, là, depuis décembre, j'ai aussi la direction nationale médicale. Donc, j'ai 2 chapeaux. La direction nationale médicale, c'est l'équivalent d'être la présidente du Collège des médecins pour les paramédics. Fait que je m'occupe de tout le volet clinique pour les paramédics. Il n'y a pas d'ordre professionnel pour les paramédics. Donc, les décisions sur les protocoles, tout vraiment le volet clinique, l'assurance qualité, l'équivalent d'un comité de discipline, donc des comités d'examen qu'on appelle. Donc, ça, je fais ça aussi depuis décembre. Donc, j'ai les 2 chapeaux. J'ai le volet clinique paramédic, puis j'ai le volet gestion pour les urgences puis le préhospitalier. Il y a une portion pour les urgences qui est la fluidité, qui est l'accueil clinique aussi que j'essaie de faire. Là, dans le temps de pandémie, les projets ont un peu été mis sur pause. Mais voilà, fait que je fais ça depuis ça fait 2 ans que je suis au ministère. En fait, j'ai été 1 an directrice médicale pour les urgences puis directrice générale adjointe depuis 1 an. Et avant, Élise, tu étais présidente de l'Association des médecins spécialistes en médecine d'urgence. Oui. Après avoir gradué en 2011, là, assez rapidement, en fait, quand on recule, là, tu m'as fait reculer avec l'histoire de Vancouver. Quand j'étais résidente, j'étais R1 ou R2, j'avais proposé qu'il y ait un poste de résident observateur à la SMUC. Fait que j'ai comme été la première résidente sur le conseil d'administration. Bon, après ça, il y a eu le R5, j'ai eu 2 bébés assez rapprochés. Puis après ma graduation, je suis retournée comme membre du conseil d'administration. Puis quand Dr François Dufresne est parti, ils m'ont demandé de prendre la présidence parce que c'est comme n'importe quoi, là, des postes de gestion, les gens ne se pitchent pas là-dessus. Fait que, bref, j'ai été présidente la PBRT, c'est né en 2015, fait que de 2015 à 2018. Ouais. Puis là, ben, en fait, comment tu expliques ton intérêt pour ce genre de poste? Parce que justement, tu as dit, on ne se pitche pas là-dessus. Puis il y a un phénomène, puis en fait, c'est même l'Association canadienne de protection médicale a dit dans un système qui est en mutation, de plus en plus de médecins, en fait, de moins en moins de médecins s'impliquent en gestion. Il y en a qui se sentent impuissants, qui sentent qu'ils ne pourront pas changer rien. Ils laissent ça à d'autres personnes. Henry a vraiment décrit les défis de gérer un hôpital, un système de santé actuellement hier. Mais toi, tu as cru. Puis tu crois à ça, que tu peux changer, tu peux faire quelque chose. Est-ce que tu y crois encore, Élise? Et qu'est-ce que tu vas chercher dans ce genre de fonction-là? En fait, j'ai toujours aimé ça. D'ailleurs, j'ai fait une partie de mon fellow là-dedans. C'est vrai que c'est... Puis je pense que le système québécois par rapport au système canadien est un peu différent, mais les positions hiérarchiques, particulièrement au Québec, ne sont pas valorisées. Parce qu'on a un problème avec la hiérarchie. Là, je ne ferai pas d'études anthropologiques, là, mais bon. Mais ceci dit, c'est vrai que ce n'est pas valorisé, particulièrement comme médecin, entre autres parce que la facturation est vraiment pas incitative aussi au niveau des postes de gestion. Fait que là, on a comme les volets qui ne favorisent pas la chose. Fait que dans le fond, pour vouloir faire de la gestion, il faut être craqué mental puis vouloir vraiment changer les choses. Fait que c'est vraiment une question de croyance, effectivement. C'est de vouloir avoir le sentiment et la conviction qu'en travaillant fort, en prenant les bouchées doubles, puis en prenant des postes clés comme celui que j'ai, on va être capable d'influencer un peu le système. C'est un peu... moi, j'utilise toujours la phrase de John F. Kennedy. C'est pas... ne me demandez pas ce que je peux faire pour vous, mais dites-moi qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi. Là, c'est un peu ça. C'est je déteste les gérants d'estrade, les gens qui sont toujours en train de dire ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Ah oui, fine. Trouve des solutions puis essaie de m'expliquer comment on va les appliquer. Fait que comme pour moi, c'est extrêmement important ce volet-là, ben je l'applique tout simplement.
Puis j'adore ça aussi. Tu sais, je veux dire, c'est le côté stratégique. Et moi, c'est quelque chose qui me passionne. Puis j'ai cherché un peu à savoir où j'allais m'impliquer quand j'ai commencé ma carrière de médecin d'urgence. Tu sais, j'ai passé au volet universitaire. J'ai été dans le volet syndical médical. Puis je me rends compte que d'être au ministère, c'est probablement l'endroit où je suis le mieux. Je ne sais pas combien de temps je vais faire ça. Mais d'être très macro, d'être très stratégique à 5000 pieds au-dessus des airs, pour moi, j'adore ça. Puis j'ai certaines compétences là-dedans que je ne pensais pas que j'avais, là, mais d'être capable de réfléchir à toutes les... Tu sais, mettons, si on prend une décision, puis de réfléchir à la décision, puis à la stratégie derrière la décision, d'être capable de penser à tous les volets que ça va impliquer. Ça, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Puis, surprenamment, je ne savais pas, mais dans mon petit début de carrière depuis 2 ans, c'est une de mes forces. Alors, c'est sûr que toi, tu as fait aussi une formation, donc tu t'es impliqué en gestion très tôt dans ta carrière, puisque là, en fait, ce stage-là, hein, il est justement pour former des personnes qui pourraient avoir des connaissances et des compétences comme toi. Mais tu as aussi fait une formation à Harvard en gestion, en fait. Oui, oui, oui. J'ai à la fin de ma résidence. Puis effectivement, c'était une des choses. C'est pour ça que j'ai fait les deux. En fait, là, j'ai fait ma maîtrise, puis j'ai fait un executive program, donc un programme exécutif pour les gestionnaires. J'ai été chanceuse, en fait, là, parce que le programme de Harvard est assez contingenté, mais j'avais le profil parfait pour pouvoir être prise. J'étais une femme canadienne, médecin, dans la tranche d'âge inférieure. Fait que probablement que je cadrais parfaitement parce que j'avais un peu d'expérience en gestion, mais à comparer des gens que j'ai fréquentés là-bas, j'en avais pas tant. Fait que, ouais, ça a été une belle expérience là-bas. Ben, c'est pas une maîtrise, c'est un certificat de 9 mois, mais c'est très appliqué. C'est Managing Healthcare Delivery. Fait que c'était l'approche de Harvard qui est maintenant un peu partout, mais l'approche par cas, voilà, je fais de l'anglais dans ma tête, là. Donc l'approche par cas, donc on étudiait un cas d'un hôpital italien qui avait innové sur la façon de gérer leurs étages. Après ça, on étudiait un cas d'un hôpital indien qui était des champions en télémédecine. On étudiait un cas d'un hôpital X, puis là, on apprenait chaque défi de gestion dans ces cas-là pendant 9 mois. Fait que moi, ça a vraiment été, puis le réseautage de Harvard est vraiment exceptionnel, là, fait que ça avait été super le fun comme expérience. Fait que je savais que je voulais faire ça depuis longtemps. OK. Puis là, tu arrives avec ce parcours, cette formation-là, cet intérêt-là, et là, tu as dit tantôt, tu sais, oui, on peut changer quelque chose, mais là, c'est sûr qu'on s'entend, tu sais, fait que dans le fond, nous, comme médecins aussi, là, dans le réseau québécois, même, tu sais, réseau de santé, c'est quand même des structures quand même assez hiérarchiques. Et tu sais, les dossiers ne montent pas. On a vu toute la bureaucratie, là, on a vu toute la situation des CHSLD et tout, et toute la bureaucratie du système. Alors, mais toi, tu arrives, tu es passionné, tu sais, on te connaît quand même, là, tu vas amener des idées, puis tu veux faire avancer ça. J'imagine que des fois, c'est normal, là, tu sais, puis là, on ne te mettra pas dans une position pour répondre à des questions délicates, mais j'imagine que tu t'es appelé à ronger ton frein, les choses n'avancent pas toujours comme tu veux, il y a des millions de réunions, tout ça, tu es appelé à toute heure du jour, quasiment de la nuit, tu as 3 enfants, un mari, tu sais, est-ce que tu gardes confiance en ta capacité de faire quelque chose directement? Et peux-tu me donner un exemple dans le temps de la COVID où tu as réussi à passer quelque chose qui a pris du temps, mais tu as réussi à faire quelque chose pour donner espoir à tous ces jeunes futurs leaders? Ne perdez pas espoir. Euh, moi, c'est Antoine Groux, qui était sous ministre adjoint, qui m'a recrutée comme directrice médicale aux urgences. Antoine, assez rapide, il m'a beaucoup aidé là, dans les 2 premières années. Il m'a mentoré, puis tout ça, quand il est parti du ministère. Puis il m'avait un peu expliqué la machine, parce que le ministère est une machine. Puis il m'avait dit, tu sais, il y a beaucoup de médecins qui rentrent dans la machine puis qui en sortent parce que c'est très confrontant, justement, ce que tu dis, la bureaucratie, les processus, les choses comme ça. Puis les gens ont une image négative du ministère à cause de ça. Je veux dire, on pense tous à Astérix et les 12 travaux avec la maison qui rend fou. Puis effectivement, des fois, la maison rend folle ici. Là. C'est pas... tu sais, je veux dire, j'ai pas des œillères, là, je suis capable de m'en rendre compte. Puis même nous, on en fait des blagues ici. Là. Les garants des processus, des fois, n'ont pas la vision, puis réalisent pas l'impact qu'ils ont aussi, des fois. Là. Fait que c'est assez fascinant. Mais une fois que tu acceptes ce fait-là,
puis que tu l'utilises à tes fins, ça fait un peu machiavélique comment je le dis, mais c'est qu'il y a moyen d'être capable d'utiliser la machine pour finir à ce que ça fonctionne, puis ça va être pérenne dans le temps. Quand le ministère propose des choses, propose des programmes, puis que ça fait du sens pour les cliniciens, bien, ça va perdurer pour des années. Tu me demandes un exemple. Dans la pandémie, en fait, il faut que vous compreniez, au ministère, on n'est presque pas de médecins. On est 10 médecins. Puis je suis la seule, je pense qu'il y en a peut-être un autre médecin, celui qui est au niveau de la santé mentale, qui est encore en pratique active. Fait que des cliniciens, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui fait qu'en plus du poste de gestion, j'ai souvent le volet clinique. Les gens viennent me poser plein de questions sur le volet clinique. Pendant la COVID, c'est la panique. Tout le monde venait me voir, on va-tu mourir? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il y avait plein de questions cliniques où les gens venaient me voir ici, là, dans la tour de Chemin Sainte-Foy, malgré qu'il n'y avait plus tant de monde qu'on était en télétravail. Fait que dans les choses que j'ai eu à travailler, puis je suis quand même assez fière, puis c'est un processus qui continue parce qu'on est encore en train de faire des modifications, c'est tout le volet de la réanimation. Parce que que ce soit pour les paramédics, moi, comme directrice nationale, il fallait que je leur propose des nouveaux protocoles de réanimation avec les EPI. On ne savait pas, la COVID se transmettait trop comment au début. C'est beaucoup par gouttelette, finalement. Puis même chose pour les établissements. Ma boîte de courriel était inondée de questions. Là, on masque-tu? Quel masque qu'on met? On défibrille-tu? Mais là, si j'ai pas de masque, qu'est-ce que je fais? Les paramédics étaient terrorisés à l'idée de réanimer quelqu'un qui attrape la COVID. Fait que dans notre direction, ce qu'on a fait, c'est que là, je dis, bien, parfait, je vais m'en occuper. Fait que là, on a fait le protocole pour les paramédics, on a fait le protocole pour l'hospitalier, on a fait le protocole pour l'extra-hospitalier. Puis ça a créé un espèce de mouvement qui fait que, tu sais, je veux dire, je me suis occupée des sauveteurs piscine il y a un mois, genre, qui voulaient savoir s'ils pouvaient ventiler avec un masque de poche, puis on leur a retrouvé des filtres pour mettre ça là-dessus. Ça fait que ça a comme vraiment rayonné partout. Puis concrètement, ça, tu sais, je veux dire, ça a rassuré les intervenants. Deux, on a probablement évité que des gens s'infectent. Trois, c'était aussi le volet que, tu sais, la qualité de soins a baissé. En pandémie, on avait tellement peur qu'on ne traitait pas les gens comme il faut. Puis c'était d'aller au fur et à mesure que les évidences arrivaient pour dire non, on recommence à masser, on recommence à. Fait que, tu sais, d'avoir un impact, je me dis, concrètement, sur la survie de certaines personnes, c'est quand même assez exceptionnel. Fait que, tu sais, c'est un exemple concret que la machine est lente des fois, mais pour des choses comme ça a été rondement, puis ça a eu un impact. Tu as décrit comme quel type de leader? C'est une bonne question. Je vais dire qu'est-ce que je pense qui est un bon leader. Je ne sais pas si je suis une bonne leader. Moi, dans ma tête, un leader, c'est un chef d'orchestre. Fait qu'un chef d'orchestre, pas d'orchestre, ça ne fait pas beaucoup de musique. Fait que le principe de travail d'équipe est vraiment majeur dans ma tête. De ne pas me mettre sur le piédestal, d'être au-dessus, mais d'être égal avec les gens, mais d'être capable d'aller au-dessus quand il y a des décisions difficiles ou quand il faut aller les appuyer, aller les chercher. La gestion de la pandémie, à un moment donné, c'était ça. Là, les gens étaient découragés. T'sais, comme je disais, le ministère est vu négativement, mais les gens ont travaillé 24 heures sur 24, autant que les travailleurs de la santé qui étaient en train de sauver des vies, mais ça ne paraissait pas, qu'on était debout jusqu'à 23 heures le soir à écrire des protocoles, puis à avoir des réunions, puis à rencontrer des syndicats, puis des gestionnaires, puis ci, puis ça. Fait que c'est ça, un leader, c'est savoir la force de son équipe, savoir bien choisir son équipe, être capable de stepper up quand les gens ont besoin que tu step up. Puis c'est beaucoup, une des leçons que j'ai beaucoup apprises dans la pandémie, c'est beaucoup d'être capable de prendre des décisions stratégiques difficiles, puis de les assumer. Puis des fois aussi être capable de faire son meilleur coup de pas quand on se trompe. Fait que c'est ça, pour moi, je pense, qui est important. Tu sais, j'apprends encore, là, mais ça fait pas des années que je suis là. Mais ouais, je pense qu'un bon leader, c'est un mélange de respect, puis d'accorder de l'importance aux gens autour de toi, puis d'être capable de démontrer que tu es là pour les bonnes raisons, puis tu es capable de prendre les décisions quand ils sont difficiles, d'être vraiment le volet, comme je disais, stratégique est vraiment important pour moi. Et qu'est-ce que tu penses, si on parle de créativité, d'art et tout ça, je pense que tu aimes la musique aussi, le chant.
Veux-tu nous parler de la place de l'art dans ta vie et qu'est-ce que tu penses de l'impact de ça, par exemple, chez un leader dans ton domaine? En fait, c'est super important. Ça, je pense que c'est une des. Tu sais, quand on parlait que la machine au ministère est lourde, euh, la créativité, c'est niaiseux, là. Tu vas trouver que c'est pas par rapport avec l'art, mais c'est essentiel ici, particulièrement d'être créatif. Il faut vraiment penser outside the box. Tu sais, c'est toujours être en train d'essayer de trouver des solutions créatives, puis tu sais, de ne pas rentrer dans les vieux processus, de ne pas rentrer dans les vieux dogmes, puis de ne pas dire ça a toujours été le même, fait qu'on continue comme ça. C'est non, non, c'est pas parce que ça a toujours été comme ça que c'était mal avant, mais là, on est rendu à une prochaine étape. On change. Fait que la gestion du changement, puis tout ça, dans la créativité, d'un point de vue de gestion, c'est vraiment important. Mais c'est ça. Fait que la créativité en gestion, c'est essentiel dans ma tête. Pour revenir sur la musique, ça a été une de mes soupapes pendant la pandémie, je te dirais. Là. Je faisais pas grand-chose de mes journées à part travailler. Mais le petit bout où je marche, il y avait toujours il y a toujours une toune dans mes oreilles, il y a toujours de la musique qui m'accompagne parce que genre, c'est vraiment important. Je faisais mes vocalises dans mon auto. Fait que juste pour justement rester grandé un peu et de se dire qu'il n'y a pas juste ce travail non plus. Fait que tu es prête à chanter pour nous? Non. La prochaine fois, notre prochaine cohorte. Dernière question avant de céder la place aux résidents. Qu'est-ce que tu penses de notre stage de leadership et d'innovation en milieu rural à Baie-Saint-Paul? Tu as vu quand même des itérations, il a quand même beaucoup évolué, dont les grandes entrevues, en fait. Qu'est-ce que tu penses de ça et comment tu penses que… Parce que le but, c'était l'idée initiale, c'était de mettre du monde dans toutes les régions des équipes tactiques. Puis là, on a dit, si on a juste un résident, finalement, dans une région, ça va déjà être bien. Hubert s'en venait en stage dans Charlevoix. Puis là, maintenant, on a 4 résidents, une ergo. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais tu as vu quand même la bureaucratie dans laquelle il faut passer à travers pour faire des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? En fait, moi, je pense que c'est génial. Le stage, le principe de leadership en milieu rural aussi. Les médecins en milieu rural ont, à mon humble avis, un rôle encore plus important à jouer qu'en milieu urbain. Souvent, c'est des figures de proue dans leurs institutions, dans leurs hôpitaux. En début d'entrevue, on parlait de l'impact qu'on peut avoir comme leader. Mais c'est justement, tu sais, si je vous dis que un peu mon modèle de leadership, c'est au quotidien, ça s'applique ce modèle de leadership. On n'a pas besoin d'être directeur au ministère. Là, on peut être médecin sur un étage ou médecin à l'urgence, puis être ce type de leader-là, puis de prendre un rôle stratégique dans notre établissement. Fait que d'apprendre à savoir l'impact qu'on a comme médecin en milieu rural, c'est majeur. En pleine crise pandémique, je pense que ça amène une perspective qui est super différente. Puis, tu sais, je veux dire, il n'y a pas si longtemps, je l'aurais fait, ce stage-là, c'est sûr. Là. Fait que je pense que c'est vraiment une belle expérience. Puis, moi, j'aime beaucoup les choses qui déstabilisent, dans le sens que d'être capable d'analyser différemment. Puis, je pense que c'est un peu ça, le Living Lab. C'est d'être capable d'avoir une perspective complètement différente d'une situation X. T'sais, chaque situation fait que chaque personne le regarde d'un point de vue différent. Puis là, c'est bien pour les résidents. Puis je pense que là, ils l'ont vu, mettons, dans leur milieu universitaire. Puis là, ils le voient dans un milieu rural qui est complètement différent. Fait que moi, je trouve ça génial. C'est vraiment le fun. On va Bon. continuer à t'impliquer dans le Living Lab aussi, Élise. Bon, alors on ouvre ça aux résidents. Fait que, écoute, j'ai comme le goût de laisser la première question à Hubert, puisque tu es le tuteur d'Hubert à travers sa Ouais. résidence en spécialité en médecine d'urgence. Il y a Une un tuteur, une distance, tutrice, mais le tutrice, c'est ça. Donc, Hubert. Donc, moi, je voulais vous dire, j'ai essayé à travers les questions de toucher aux 5 piliers. Fait que vous avez vu, on a parlé de rural, créativité, wellness, leadership, pandémie. Fait que là, je vous laisse. Moi, Salut Elise. allô? Moi, ma question pour toi, c'est une question de wellness que j'ai pas encore eu le temps de te jaser sur un chiffre, mais on pourra en reparler après. Mais dans le fond, tu sais, avec tes 3 petits poux à la maison, ta job, etc., c'est quoi mettons que tu avais un grand truc ou 2 grands trucs à donner là, pour concilier travail et famille ensemble? Parce que je pense que tu es vraiment un modèle de ce côté-là. En tout cas, à moi.
Merci. Comment Euh, comment tu fais ça? Ben, en fait, c'est complètement un mauvais truc, là. Mais c'est pas un mauvais truc, c'est d'être heureux puis de ne pas se culpabiliser. Dans le sens que si vous êtes heureux dans ce que vous faites à la base, comment je te dirais, d'être une maman, une conjointe, un médecin, whatever, si tu es heureux dans ce que tu fais, puis tu te dis que la chose la plus importante, c'est d'être heureux dans toutes les sphères de ta vie, tu vas arrêter de te culpabiliser de ne pas être assez là, oh mon Dieu, j'ai travaillé trop tard, oh mon Dieu, j'ai passé trop de temps avec les enfants, j'ai pas eu le temps de faire tel dossier. C'est juste d'accepter. C'est une anesthésiste quand j'étais en stage en Beauce qui m'avait dit ça. Elle dit quand tu vas avoir des enfants, tu vas te rendre compte que tu es une mauvaise mère, une mauvaise médecin, Mais moi, j'étais comme flippée de barre. J'ai juste dit, je peux pas. C'est d'accepter d'être correct dans tout, puis de se dire que d'être heureux dans ce que tu fais. Fait que d'avoir des projets, moi, les projets que je fais, la raison pourquoi je suis ici, ça me drive puis ça me rend heureuse. Fait que ça paraît à la maison, ça paraît avec mon chum, ça paraît avec tout. Puis, mais des fois, les enfants sont tellement drôles. Hein. Des fois, j'ai dit, ouais, surtout pendant la pandémie, où écoute, je voyais à peine mes enfants. Puis là, maman, c'est pas que t'es pas une bonne maman, c'est juste que t'es pas beaucoup là. Fait que, ça m'avait fait rire parce que, les enfants, c'est résilient aussi, là. C'est Ouais. que je les aime puis que je suis là. Mais ouais, je pense que c'est un peu ça le truc. Puis effectivement, moi, dans mon cas, c'est la musique, mais pour des gens, c'est d'autres choses, là. Mais d'avoir un petit quelque chose qui t'amène 5 minutes de bonheur dans une journée, c'est bien parfait. Mais ouais. La résilience, c'est ça le secret. Merci, Hubert. Merci, c'est vraiment Merci. Excellente question, Hubert. Puis, Élise, une très belle réponse. Moi aussi, je me pose toujours la question comment tu fais pour tout faire ça. Je dors pas. Ben, c'est ça. Il y a une coupure aussi sur ton sommeil, sur tes activités à toi, c'est sûr. Mais bon. Peut-être que j'irai avec, avec Isabelle Lavallée, qui est une R1 en médecine familiale, qui est en stage à l'urgence aujourd'hui à Baie-Saint-Paul. Alors, Isabelle, as-tu une question pour Élise? Oui, ça fonctionne bien, comme ça? Oui! Oui, on ne te Donc, voit plus, OK. par exemple. Ça se peut. Ben là, je suis sur mon cell, fait que c'est pour ça que ça change un peu, mais en tout cas, bref. Ben merci, j'ai manqué un petit peu le début, fait que si la question a déjà été répondue, bon, ce sera autre chose, mais en fait, c'était très inspirant de vous écouter. Puis c'est ça, je me disais, la conception du leadership est vraiment, c'est ça, c'est complet, là, c'était bien imagé avec le chef d'orchestre. Je me disais, tu sais, ici, pour nous, vous êtes un modèle. Vous, c'est qui vos modèles? C'est qui vous a inspiré dans tout ça? Puis vous a appris. Nous, on a la chance de participer au Living Lab puis tous les cours de leadership, mais pour vous, c'est comment vous avez cheminé pour en arriver là? Ouais, c'est une bonne question. En fait, puis je pense j'ai pas. Bonjour! Je reconnaissais la voix. Je dis, ben oui, on se croise à l'hôpital. En fait, il y a plusieurs personnes. Si je recommence, mettons, au début de ma résidence, Julien Poitras, qui était notre directeur de programme à l'époque, je pense que ça a été un de mes modèles, un de mes mentors. Jean Lapointe à l'Hôtel-Dieu de Lévis, qui est un modèle complètement différent, mais c'est comme tu dis, moi, j'aime avoir des perspectives sur plein de choses. Dans mon cours à Harvard, j'ai rencontré vraiment des personnes qui étaient des modèles super inspirants. Ici, au ministère, Antoine Gros, définitivement, l'a été. Puis tu sais, des fois, je veux dire, comment j'expliquerais ça? Je me suis conçue cette idée-là de leader en allant attraper plein de choses, puis en me disant, c'est moi, ce que je voudrais, quand j'ai à regarder quelqu'un, comment je veux que cette personne-là soit. Fait que, il y a ces noms-là, mais tu sais, je veux dire, Richard est un leader aussi dans son volet que j'apprends. Patrick Archambault aussi. Tu sais, là, je nomme beaucoup de mes collègues à l'hôpital parce qu'évidemment, ça a versé quand même une bonne partie de ma jeune carrière. Tu sais, quand même, je nomme des gens sous le ministère que je ne les connaissais pas, fait que c'est moins intéressant. Il y en a aussi. Entre autres, c'est l'ancien sous-ministre en titre, Michel Fontaine, qui m'a fait du mentorat en début quand j'ai commencé ma direction générale adjointe. Un modèle complètement différent, puis ultra calme. Diane Franqueur à la Fédération, le côté fille, là, dans le sens que je pense que des modèles féminins, il n'y en a pas beaucoup non plus. Puis qui a beaucoup à cœur, justement, d'avoir des role models féminins de leadership. Fait que Diane, quand même, tu sais, elle m'a toujours offert son support de ce volet-là. Fait qu'elle m'a quand même beaucoup aidée, vraiment. Quand j'ai commencé la présidence, tu sais, j'avais 30 ans, j'avais un bébé de 6 mois, c'était un peu le bordel, là. Puis, tu sais, elle a été tellement gentille avec moi.
Fait que, ouais, il y a quand même vraiment beaucoup de monde, je dirais. J'ai vraiment plein de modèles. Si j'ai pas une personne, j'en ai 30. Très intéressant. Isabelle, je me rappelle que toi, tu avais nommé plusieurs personnes aussi. On a fait le tour de qui sont vos leaders et tu avais nommé entre autres ton père, qui est un grand scientifique, mais qui est surtout une belle personne. Et on a eu la chance de rencontrer un des leaders hier important pour Hubert, qui était son père, qui est propriétaire d'un hôtel, un terrain de golf, qui a beaucoup investi dans la communauté de Charlevoix. Fait que c'était très touchant dans une conférence d'Hubert. Fait que les leaders, pour nous, donc suivre des modèles, c'est vraiment très important. Et c'est intéressant d'avoir plusieurs modèles. Comme toi, c'est pas tous Barack Obama, c'est pas tous... mais bon, on a eu Henry. Moi, j'aime bien Henry. Et on a eu Joanne aussi avec nous. Donc, fait que c'est très intéressant. Là, il y en a qui auront toi aussi comme modèle, Élise. J'aimerais aussi continuer avec une femme, donc Caroline Côté, qui est, on l'appelle notre résidente parce que là, tout le monde package les résidents ensemble. Mais toi, tu es finissante en ergothérapie et tu es avec nous pendant 3 mois dans le Living Lab. Fait que Caroline, as-tu une question pour Élise? Oui. Merci tout d'abord de cette belle présentation. Ça a été vraiment super intéressant. Ma question pour vous aujourd'hui, en fait, moi, je m'intéresse principalement au volet davantage wellness dans le cadre de l'INAB. Puis, j'essaie de monter une innovation qui permettrait aux professionnels de la santé en général, puis plus précisément en ce moment les résidents en médecine, mais idéalement, ce serait applicable à plus large échelle. Une innovation qui permettrait aux professionnels de la santé de garder le cap sur leur bien-être, sur leur wellness. Puis, au fur et à mesure que j'en apprends sur le sujet, je réalise qu'il y a à la fois des stratégies individuelles, mais aussi des stratégies organisationnelles qui peuvent être mises en place. Puis je me demandais, vous, dans la position de gestionnaire que vous avez, quelles sont les caractéristiques ou les cibles d'action sur lesquelles vous croyez qu'on devrait agir pour cibler le bien-être des professionnels? Puis qu'est-ce qui serait réaliste de faire? En fait, pour faire du pouce sur Caroline, parce qu'on en parle beaucoup, est-ce que Caroline, tu veux dire... dans un monde, mettons, idéal, ça serait quoi? Tu sais, si tu veux monter une organisation, mettons, à l'urgence de Baie-Saint-Paul, l'hôpital de Baie-Saint-Paul, tu veux créer un truc de wellness, top of the line sur le plan organisationnel, personnel, on peut faire. Ça serait quoi? C'est quoi qu'est-ce qui marche ailleurs et tout ça? Ou qu'est-ce que tu penses, Élise? Tu viens d'ailleurs d'un milieu rural en passant, on a oublié de le souligner. Ben oui, moi, j'ai du Bosset-Laurent, j'ai Notre-Dame-du-Lac. Fait que c'est pas Charlevoix, mais quand même, c'est une belle petite place aussi. Donc, c'est une bonne question. Le ministère ici essaie d'en faire beaucoup. Beaucoup, entre autres, justement, semaine de 4 jours, conciliation travail-famille, trucs de sport, etc., etc. Moi, j'ai vraiment une vision complètement différente, là. Mais je ne sais pas pratico-pratique comment ça s'appliquerait, mais je l'applique dans mon équipe à moi, du moins. Là. Moi, j'ai à peu près j'ai entre 40 et 50 personnes dans mon équipe ici au ministère. Pour être heureux dans ma tête, encore une fois, ça va être la résilience, tout ça, là, mais pour être heureux dans ma tête, dans un travail, il faut que tu aimes ton travail, tu trouves qu'il y a un sens, puis que tu puisses être appliquer ton plein potentiel. Puis c'est le potentiel de chaque personne qui est différente. Fait que dans le fond, c'est d'être capable de jongler avec le potentiel de la personne puis son équilibre de vie par rapport à son potentiel. Fait que si tu es capable de sortir le meilleur de chaque personne, qu'elle soit capable d'être heureuse dans ce qu'elle fait, qu'elle sente que sa vie a un sens à son travail, puisqu'on passe du temps à notre travail, puis qu'en même temps, tu lui permets de se réaliser dans le reste, puis tu lui permets de le faire, bien, à ce moment-là, je me dis qu'elle va être bien. Fait que dans le fond, c'est pour ça que les vieux dogmes là, d'assiduité au travail, de puncher, de whatever, je suis contre ce principe-là. Je suis beaucoup plus dans l'atteinte d'objectifs, puis de dire, OK, toi, tu es responsable, je vous donne un exemple concret, là, moi, je suis responsable de tout l'EVAC, tout le dossier du programme aéromédical. C'est ma responsabilité. Mais ma professionnelle qui est là-dedans, elle est excellente. Ben, OK, comment tu vois ton dossier? Tu penses c'est quoi qu'il faut faire? Puis comment que je fais pour m'ajuster pour que tu puisses tout faire ce que tu peux dans ton travail, puis que tu sois bien, puis que tu puisses aller t'occuper de tes enfants, puis aller faire ta chorale si c'est la chorale qui t'intéresse. Fait que c'est comme ça que je le vois en tant que gestionnaire. Le sens du travail est tellement important. Si les gens n'ont pas de sens dans leur job, ben, quand même tu leur donnes un gym puis tu leur dis qu'ils peuvent travailler 4 jours semaine, ils ne vont pas être plus heureux dans ma tête. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est important.
Puis ça s'applique bien aussi dans un milieu rural, ça s'applique bien à l'hôpital, tu sais. C'est d'avoir un sens puis d'avoir un impact aussi. Fait que, tu sais, quand ça revient un peu à ça, quand tu disais, le leadership, de savoir que, tu sais, de penser à la bureaucratie, peut-être toujours découragé par ça, mais il faut le flipper de banc et dire, OK, j'ai une idée, je pense qu'elle peut fonctionner, comment je fais pour l'appliquer ou comment je le prends à plus petite échelle pour être capable de le monter puis d'avoir un impact dans son système, dans son réseau. Je pense que c'est bon pour la santé mentale. Merci, C'est super Caroline. vraiment, merci beaucoup parce que les stratégies que vous nommez, plutôt que de viser quelque chose de très grand qui peut paraître un peu décourageant, ça remet à un niveau plus individuel. C'est pas très difficile de permettre à la personne de lui donner un travail qui a du sens pour elle. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant. Je lis la psychologie là-dessus ces temps-ci. En fait, j'ai découvert les audiobooks. Ça, c'est une autre affaire qui a changé ma vie. Puis c'est que c'est rendu, on est stressé d'être heureux maintenant, là. C'est comme un problème. Fait que, non, mais c'est vrai, c'est que c'est rendu dans notre société moderne, c'est rendu une obligation d'être heureux. Fait qu'une fois que tu t'enlèves cette obligation-là, puis de te dire qu'il va y avoir des journées de merde, puis que tu vas pleurer des fois, ben on dirait que ça fait Caroline, elle veut relativiser beaucoup de savoir choses c'est aussi. quoi, sûrement. Tu veux savoir c'est quoi le audiobook que tu écoutes par rapport à ça? Intéressant. Ben, là, c'est vrai. Ben, c'est même pas. C'est des affaires personnelles, là, mais c'est des trucs sur les relations de couple, tout ça, parce que vous me demandiez avec mon conjoint, puis tout ça. Fait que, ouais, c'est Esther Perel, l'auteur, puis elle a des blogs, elle a plein d'affaires. Mais, ouais, c'est parti, j'écoute ça pour comprendre ma vie. Mais il y en a plein d'autres. En fait, là, une fois que tu commences à lire là-dessus sur la psychologie, tu te rends compte qu'il y en a plein. Puis le principe, genre, je me rappelle plus c'est quoi le titre de l'autre, mais c'est ça, c'est de l'obligation d'être heureux. J'ai fait, mon Dieu, c'est tellement vrai, ça. Je suis obligée de faire une conciliation travail-famille. Je suis obligée. C'est une des choses qui a fait que je me suis sentie bien, c'est quand j'ai arrêté de me culpabiliser que j'aimais travailler. Fait que ça, après ça, la vie est plus simple. Merci beaucoup. Puis là-dessus, excellente question, Caroline, d'amener Élise là-dessus. L'autre chose, c'est qu'on sait qu'on devient bon dans ce dans quoi on investit notre temps aussi. Fait que, tu sais, c'est sûr que si on met beaucoup de temps dans le travail, on devient très bon là-dedans, mais forcément, le temps est très limité. Fait qu'on oublie certaines parties. Fait que c'est intéressant, tu sais, qu'on peut se mettre à réfléchir à notre vie de couple, à notre vie personnelle. C'est quoi le sens de notre vie? Pourquoi on fait ce qu'on fait? Puis, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Qu'est-ce qui est vraiment les choses fondamentales pour nous? On en parle beaucoup dans le cadre de ce stage-là aussi. Est-ce que là, on pourrait peut-être passer à notre... on va finir avec Vincent, qui est notre résident finissant en médecine d'urgence. Fait que là, j'irai avec Raphaël, Raphaël qui est R2 en médecine familiale. Je ne sais pas si tu le connais, Élise, Raphaël, mais il est R2 en médecine familiale. Et lui, c'est intéressant puisqu'il s'en vient à Baie-Saint-Paul comme médecin à Baie-Saint-Paul tout de suite après. Oui, bonjour. Merci de votre temps et de la présentation. C'est très apprécié. J'avais des questions qui touchaient un peu les sujets qu'on a déjà abordés. Fait que je veux pas me répéter. Je vais essayer d'inventer sur le vif une autre question. Mais je me demandais, tu sais, dans votre cadre au gouvernement, tu sais, dans la réponse de la pandémie, il a fallu que vous ayez des solutions créatives en collaboration avec votre équipe. Puis je me demande comment vous avez réussi vous en avez parlé justement tantôt, il faut être très créatif. C'est quoi votre canal de créativité ou comment vous avez réussi à avoir cette approche créative justement, soit vous personnellement ou en équipe? Hier, là, cette semaine, on est beaucoup dans les bilans. Là. Moi, j'ai mandaté des collègues là, qui sont en retour sur les apprentissages, justement, pour voir ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas bien fait, qu'est-ce qui est amélioré. Un des bons coups qu'on a fait, puis c'est ma sous-ministre qui a fait, c'est qu'on avait un comité directeur qui fonctionnait matin et soir pendant, écoute, je pense à peu près 40 jours. Là. On a fait ça, là, on se rencontrait à 8 heures, puis on se rencontrait à 6 heures le soir. Écoute, il y avait le président du Collège des médecins, le président de l'Ordre des pharmaciens, le président de l'Ordre des infirmières, la présidente de la Fédération des spécialistes. Il y avait quelqu'un responsable de la santé mentale. Bref, on a mis des acteurs qui, d'habitude, se chicanent puis se parlent pas. Ben, non, c'est pas vrai. On collabore, là, mais c'est des fois, des relations un peu tendues, entre guillemets, là, je vais dire ça comme ça. Puis on a mis tout ce beau monde-là autour d'une même table, puis il a dit là, on trouve des solutions, puis on avance. Fait que ça a été du jamais vu, mais ça a vraiment bien marché. Puis
tu sais, ça, c'est le volet humain de la pandémie. Tu sais, c'est pas drôle, une pandémie, là, tu ne souhaites pas ça à personne, mais tu sais, il y avait, Aléva Boncoeur m'avait dit, quand la pandémie avait commencé, lui, il avait été dans la cellule de crise du verglas. Il m'avait dit, tu vas voir, il dit, quand tu vas, dans 5 ans, là, tu sais, quand le verglas va être fini, là, tu sais, il dit, ça tisse des liens toujours, mais tu sais, moi, genre, Serge Legault, qui était le président de l'association de chirurgie, qui était là pour tout le volet bloc opératoire, tu sais, je veux dire, je l'aime d'amour à cet homme-là, tu sais, je veux dire, Louis Godin, je ne le connaissais pas, je l'ai vu 2 fois par jour, puis on s'est encore vu hier, tu sais, j'ai appris à connaître ces gens-là. Ça a été très créatif parce qu'on était toujours en mode solution. Tu sais, on n'était pas genre, hey, ça marche vraiment. Tu sais, oui, des fois, c'était plus dur, là, mais c'est, hey, il y a un problème, ben regarde, on est 30, là, on va trouver la solution, puis à la fin de la journée, on va avoir trouvé la solution, puis le lendemain, on va l'appliquer. Fait qu'on était toujours en train d'essayer de. Puis, tu sais, si autour de la table, on n'avait pas les bonnes personnes, on sait comment on va trouver quelqu'un qui est capable de réfléchir à ça. Fait que ça a permis beaucoup d'agilité et de créativité dans la gestion de la pandémie parce qu'il y avait tellement de choses qu'on ne savait pas, là. On n'était pas devin, là. Puis, on gérait ce virus-là en même temps, comme tout le monde, qu'on apprenait à connaître ça. Fait que ça a été un volet créatif, je trouve, ça a été intéressant. Puis, si je peux me permettre, juste parce que je trouvais ça intéressant, vous avez dit on s'est regroupé tout le monde ensemble. Donc, tu sais, plein de leaders de plusieurs associations. Puis, j'étais curieux de savoir comment, tu sais, le lead de ce regroupement-là s'est installé ou comment il s'est. Tu sais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui spontanément a pris le lead de cette association-là? Ou... Oui, ben, c'est vraiment Dr. Opatoni Masminis qui a été la leader dans tout ça, je te dirais. Dans le fond, c'est elle qui l'a mis en place, puis c'est elle qui dirigeait les réunions matin et soir. Puis en plus, elle, étant à son niveau, ben, elle avait l'information du PM, de ci, de ça, fait qu'elle était capable de nous féder en disant, là, il y a eu telle problématique, c'est dans notre cours, parce que c'est l'autre chose aussi, à un moment donné, une des choses qui a été difficile, c'est que tu veux toujours en faire plus, puis là, tu dis, il y a des problèmes à telle place, mais tu sais, Mané, c'est plus ton dossier, fait que tu vas aller aider la personne qui s'occupe de ce dossier-là, mais tu ne peux pas le prendre pour elle. Fait que ça a été tough. Mais bref, c'est vraiment Dr. Opatoni qui a pris le leadership. Intéressant. Vincent? Oui. Salut Elise, content de voir que tu vas bien. Je m'excuse. En fait, moi, ma question, c'est une question à laquelle j'ai réfléchi parce que j'ai eu quand même cette année, c'était moi le Chief President du programme, puis j'ai eu quand même plusieurs questions avec des discussions avec des collègues féminins qui disaient, tu sais, c'est plate, en médecine d'urgence, on n'a pas beaucoup de modèles féminins. Et je pense que tu fais clairement partie d'un des modèles féminins qu'on a. Puis moi, j'aimerais savoir comment nous, comme jeunes cliniciens en devenir qui vont superviser cette vague de résidentes-là dans les prochaines années, comment on peut mieux faire pour supporter les résidentes filles dans le programme? Comment on peut mieux faire pour qu'elles deviennent là, des piliers en médecine d'urgence comme toi, tu as su l'être? C'est une bonne question. Je pense que ça revient un peu avec la question du bien-être puis le rôle de la femme dans la société moderne qui, malgré tout, on a certaines obligations. Je veux dire, malheureusement, Vincent, tu ne pourras jamais porter de bébé. Je suis désolée, ça n'arrivera pas. Fait que ça, c'est pas ça. Fait que, je veux dire, n'importe quelle femme qui va être mère, à un moment donné, va être confrontée à ça. Si une femme, parce qu'avant, c'était ça, là, les leaders, les grands gestionnaires, les PDG de ce monde, ben il n'y en avait pas d'enfants, là. T'sais, nous, actuellement, on veut le beurre et l'argent du beurre. Fait qu'on va être super maman, super blonde, super gestionnaire, super médecin. Puis là, une année, tu dis, oups, il manque de temps dans tout ça. Fait que moi, je pense que c'est beaucoup comme je te dis, c'est d'arrêter de se culpabiliser, puis d'arrêter de se dire, hey, je suis pas bonne là-dedans, ou je suis pas assez là, ou je suis pas assez ci, ou je suis pas assez ça. C'est vraiment plutôt de voir la situation à l'envers. C'est plutôt l'inverse. Tu fais des choix. Puis il faut que tu acceptes que ça ne sera pas parfait partout. Puis une fois que tu acceptes ce fait-là, bien là, tu peux foncer dans différents aspects de ta vie. Fait que moi, c'est beaucoup de conseils que je donnerais à des femmes qui veulent faire des rôles de gestionnaire. Tout ça, c'est que c'est correct. Tu as le droit d'être une gestionnaire, tu as le droit d'aimer ça, puis tu as le droit de continuer, puis tu vas être une bonne maman pareille, puis tu vas être une bonne blonde pareille, puis si tu fais pas, regarde, je dis, moi, à l'école, je cours, ils raide, là, j'oublie plein d'affaires. Puis mes enfants, ils vont survivre, ils font des bons adultes. Fait que c'est vraiment beaucoup ce volet-là, je pense, qui est chez la femme particulièrement, qui est encore présent de trouver l'équilibre parfait. Tout le monde le cherche, là, autant les hommes que les femmes, mais chez la femme, de par notre rôle de maman, il est vraiment un petit peu différent, je dirais.
Parfait, merci beaucoup. Alors là, je ne sais pas si Anne-Laure, elle est à l'écran. Fait qu'Anne-Laure Anne-Laure, c'est une personne que tu as connue dès le début de la COVID, dans tes premiers jours de la crise de COVID. Fait qu'Anne-Laure, c'est une postdoc avec nous, avec l'Université de Sherbrooke, Mylène Breton. Et puis, tu ne l'as jamais vue, je pense, en visuel. Et puis, okay. C'est très intéressant parce que Anne-Laure, c'est une jeune spécialiste en médecine d'urgence, Georges Pompidou à Paris, 2 doctorats, spécialiste en services de santé. Et un matin, Anne-Laure m'appelle, puis elle me dit « Ça va vraiment pas bien, la crise avait commencé en France. » Puis elle me dit « puis ça a commencé dans les régions rurales, puis je suis vraiment inquiète pour le Québec. » Je dis « Anne-Laure, il faut que tu écrives quelque chose dans le journal. » Puis elle a écrit une lettre dans le journal. Et là, je t'en ai parlé, puis tu l'as généreusement invitée à ta cellule de crise. Fait que je voulais juste que tu la vois en personne. Puis je ne sais pas, lui donner peut-être une question à Anne-Laure ou un commentaire, ou si vous voulez vous... Mais je pense que c'est un moment spécial qu'elle revienne te voir, maintenant que les choses vont mieux un peu partout. Mais oui, c'est vrai, on ne s'était pas vu, on s'était juste parlé. Oui, effectivement, c'était une période un peu particulière. C'est marrant, ça a l'air d'être... il y a des mois, voire des années, quand on repense aux tout premiers échanges. Et en tous les cas, je vous remercie, c'est sûr, d'avoir pu écouter en tous les cas les échos qu'on avait. Évidemment, avec maintenant quelques semaines et quelques mois, on voit comment la situation a été dans certaines zones, puis pas dans d'autres, puis qu'en fait, des problématiques qu'on imaginait sont revenues. Comme j'entendais dire, effectivement, des fois, il faut revenir sur la façon dont on a évalué les choses au départ, puis assumer des décisions. En tous les cas, je pense sur toute la discussion qui a eu lieu avant sur le leadership, je trouve ça très intéressant parce que ça évoque évidemment des problématiques qu'il y a dans d'autres pays, parce que la France est pareil sur la médecine d'urgence, la place des femmes, puis la place des leaders, effectivement, et des différents modèles. Là, c'est vraiment quelque chose. Et je trouvais ça particulièrement intéressant, même si on sort de la pandémie, de pouvoir dire, moi, j'ai trouvé ça original, mais c'est quelque chose que je partage, le fait qu'on n'a pas un rôle modèle. En tous les cas, moi, clairement, je ne pourrais pas identifier une seule personne. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi, j'ai eu un tuteur, un mentor, une personne, et que en tous les cas, pour moi, puis pour beaucoup de femmes, je pense que c'est un espèce de mélange de plusieurs modèles, qu'ils soient d'ailleurs des modèles femmes ou hommes. C'est aussi important. Donc, en tous les cas, merci pour cette présentation. C'était hyper intéressant. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de continuer à travailler. D'ailleurs, elle attend toujours la base de données du ministère en passant. Oui, je sais. Mais ça, c'est sur ma to-do list de cet après-midi. Mais il y a une affaire qui est intéressante. Amène ton gars sur le Zoom. Oui, c'est ça, je vais amener Alain qui est chercher. En fait, il y a une affaire intéressante que vous venez de me mentionner. La semaine passée, j'ai participé à une rencontre avec un professeur de l'UQAM sur la gouvernance avec l'Italie, avec des gens de l'Italie puis des gens de la France. Puis on était des Québécois aussi. Puis c'était assez fascinant de voir qu'on avait eu grosso modo les mêmes problématiques en termes de gouvernance. Et les Québécois du groupe étaient très pour la décentralisation décisionnelle, puis c'est trop centralisé au Québec, puis la loi 10, ça marche pas. Puis mon point était le suivant, j'ai dit, le pouvoir a été centralisé, puis c'est pas que je suis d'accord avec ça, c'est que le problème, c'est pas la centralisation du pouvoir, c'est l'imputabilité des décideurs. Si on décentralise le pouvoir, j'ai aucun problème avec ça, mais gère ta vie, puis si tu fais une erreur, ben tout bad, so sad, ça va être de ta faute. Fait que il est là le problème, c'est que je sais pas, puis de ce que j'ai compris des Italiens et des Français, ça semblait être un peu la même chose, c'est qu'on veut qu'il y ait une certaine décentralisation en termes de décision, mais après ça, si je fais une erreur dans ma décision, mais je veux que ce soit la personne d'en haut qui en soit imputable, mais ça ne fonctionne pas. Puis nous, dans un système public où on finance, le ministère finance 100% des hôpitaux, puis tout ça, ça devient, le lien avec l'argent est là c'est indéniable, là. Mais donc, c'est vraiment une des raisons malheureuses pourquoi tout est centralisé au ministère de la Santé. Moi, j'avais aucun problème de dire, je t'envoie l'argent, tu gères ton argent, puis si tu étais déficitaire cette année, ben tu le prendras dans tes poches, mon amour, mais ça va être de ta faute. Fait que c'est ça, c'est intéressant en fait. Puis toute la gestion de la crise dans les trois pays, les trois intervenants, là, on avait vraiment les mêmes problèmes. Nous, ça me fait capoter en fait, là.
c'est des systèmes quand même différents de santé. Puis c'était super intéressant. Fait que j'aurai la chance de t'en reparler. Puis oui, la base de données, j'ai pas oublié. Là, je vais appeler j'ai Pierre à une heure. C'est Richard, puis il fait de l'Inception. Oui, c'est ça, mais c'est correct, vous faites bien. Écoute, il faut gérer plusieurs dossiers en même temps. Fait que, donc, multitask. Fait que c'est le fun que vous rencontriez parce qu'Anne-Laure aussi, elle est très humble. Elle joue beaucoup des grands rôles aussi en France, en médecine d'urgence, en France, à la SFMU, MFMU, en tout cas, la Société des médecins de France d'urgence. Elle est pluguée partout. Fait que c'est intéressant, on va créer plus de liens avec la France d'ailleurs, suite à ton passage, Anne-Laure. Je veux juste, on va ouvrir pour as-tu une dizaine de minutes? Oui. J'ai 2-3 textos qu'il faut que j'appelle du monde, là, mais oui, pas de problème. OK, super, parce que là, les gens vont être vraiment contents. Mais là, moi, je veux savoir de qu'est-ce que tu penses des personnes qui écrivent des lettres dans le journal. Parce que, de notre groupe Blind Spot, on a avec, d'ailleurs, Joanne Henry et Jean-Simon, que tu connais de ton groupe, des étudiants du IMHL, mais d'autres. On écrit des lettres à différents égards. Et puis, il y a une personne qui écrit pas mal de lettres, qui est sur l'écran ici. Je ne sais pas si on peut le voir. Là, je ne sais pas s'il peut être là. Ah oui! Hey, salut François! Oui, salut! Attends, juste une seconde. Oui, j'étais un peu un imposteur. J'étais sur une autre rencontre, fait que j'ai manqué un petit peu le début. Puis j'étais avec Louis-Philippe aussi, avec le dossier Héliporté que tu connais bien, Elise. On avait la première rencontre avec l'Inès. Oui, exactement. Donc, alors j'ai manqué un petit peu le début, mais oui, qu'est-ce que tu penses donc des maudites personnes qui critiquent les décisions gouvernementales, qui écrivent des lettres? Non, mais c'est correct. En fait, d'avoir son opinion, c'est bien. Puis je pense, en fait, dans votre cas, c'est sûr, moi, je vous connais. Fait que, souvent, mettons, je voyais sortir ça. Puis, je savais, je n'avais soit que j'ai assisté à vos rencontres du Blind Spot, ou soit que j'ai. Fait que, moi, j'aime beaucoup le principe du Blind Spot puis des lettres parce que, mettons, les CHSLD, c'est un bon exemple. Je veux dire, c'était le Blind Spot. D'avoir des gens de l'extérieur qui sont capables d'analyser les décisions gouvernementales. La critique est saine, mais comme je disais, moi, l'objectif quand je critique quelque chose, c'est aussi d'amener des solutions. Puis je pense que vous le faites. C'est pas juste genre chialer pour chialer. C'est je pense que ça n'a pas été pris en compte. Vous devriez faire ça. Il y a une solution qui est apportée. Fait que ça, pour moi, je pense que c'est primordial dans la critique constructive. Puis vous êtes des les gens que Richard nomme, c'est tout des sommités, des gens super intelligents. Puis en fait, ce qui est dommage un peu, c'est que ça soit obligé d'être dans le journal. Là. Je veux dire, moi, j'aimerais mieux vous avoir tous ici puis qu'on réfléchisse à la gang, mais bon, je contrôle pas tout. Fait que, à un moment donné, j'abdique, là, mais c'est important parce que sinon, effectivement, il y a toujours des angles morts qu'on oublie. Fait que c'est important d'avoir ça. Ben, François, as-tu une question? Ben, posé pour toi pour t'embarquer là-dedans, mais... Non, écoute, non, je trouvais que c'est une bonne question, mais pour enchérir, oui, j'ose croire que lorsqu'on écrit quelque chose dans le journal, c'est un petit peu un éveil de conscience et puis je crois que effectivement, je ne suis pas un fan des gérants d'estrade qui critiquent, là, pour reprendre ce que Legault dit toujours le lundi matin, la décision du quarterback du match du dimanche, mais il reste que là-dedans, on s'est rendu compte que, évidemment, tout le monde avait ses propres agendas et ses propres défis. Et ce que moi, cette crise-là m'a fait prendre conscience aussi par les décisions journalières, les conférences de presse journalières, c'est que finalement, plus que la science encore, l'opinion populaire et le questionnement des médias en conférence de presse, à tort ou à raison, il faut se questionner là-dessus, a fait bouger beaucoup de décisions politiques dans cette... et en étant un peu... une des beautés d'être pas dans une position de leadership ou d'avoir un rôle prédéfini, c'est que lorsque tu prends une position, tu donnes une entrevue ou tu écris un texte,
n'as pas un coup de téléphone par la suite là, qui te dit ben, qu'est-ce que tu as été faire là, tu nous mets dans l'embarras. Et je pense qu'on parlait de ça avec Joanne Liu, là, le backdoor leadership. C'est un leadership qui, lorsque bien utilisé, là, il ne faut pas le surutiliser, il ne faut pas se brûler avec, il y a un enjeu de crédibilité, etc. Je pense que ça peut avoir un assez grand impact, en fait, sur la prise de décision. Puis il faut réfléchir si c'est toujours la bonne chose, mais clairement, ce n'est pas toujours la science qui dicte les décisions, puis ça, je pense qu'on le savait tous. Mais merci, le bout que j'ai pu prendre, Élise, merci d'avoir partagé. J'ai malheureusement là, manqué le titre des livres. Là. J'étais en même temps sur un autre, mais je sais que tu écoutes des audiobooks, fait que tu partageras ça éventuellement avec Richard. Moi aussi, je suis dans les audiobooks ces temps-ci, donc dans mes déplacements et dans le trafic qui reprend son cours à Montréal. Donc, merci d'avoir pris le temps. Je pense que c'était très, très utile et non, comment je pourrais dire, spontané, l'entretien. Bien, plaisir. Puis, je suis entièrement d'accord avec le concept du backdoor leadership. Vous avez eu des fois plus d'impact que moi, ce qui est un peu frustrant, en fait, là, mais bon, c'est pas grave. Comme je dis, j'accepte bien humblement, mais tu sais, le classique, genre, tu vois sortir l'article dans le journal, puis là mettons, là, il y a une commande qui descend dans mon ordinateur. Told you, genre, il y a une semaine, mais bon, c'est OK, c'est beau, là. François de Champlain l'a dit dans le journal, là, fait que c'est pas mal plus brillant que ce que moi je disais. Mais ça me fait rire, en fait. Je trouve ça mignon, là, mais c'est absolument nécessaire. Là, on pourrait, après ça, parler de politique et de démocratie, mais on n'a pas le temps. Mais oui, chapeau, tout à fait pertinent. François de Champlain, médecin d'urgence à McGill. Depuis plusieurs années, il gère aussi, est un grand expert en soins préhospitaliers d'urgence au Québec. Il y a une fondation, la Fondation Jacques de Champlain, à la mémoire de son père qui est mort subitement d'un arrêt cardiaque. Alors, il a implanté un gros programme d'accès aux défibrillateurs. Il travaille aussi sur des programmes de drones avec nous, des drones défib. Fait que François est un grand innovateur, puis on va les inviter avec Jean-Simon Letourneau et lui, faire une grande entrevue sur leur expérience d'écrire des journaux, des articles dans le journal en temps de COVID. Fait que peut-être qu'on aura la ministre de la Santé pour commenter leurs choses aussi. Est-ce que Élise est toujours là? Moi, oui. Oui, OK. Je ne sais pas. OK, tu es comme disparu de mon écran. Là. Je pense que... bon. Est-ce que j'aimerais ça ouvrir ça à d'autres personnes pour, mettons, quelques questions? Jean-Paul Fortin. Fait que Jean-Paul Fortin, je ne sais pas si tu connais Élie. Jean-Paul, c'est un grand pionnier de tout ce qui est télémédecine. Tout le monde le connaît au ministère, au gouvernement. C'est un grand gourou. Il a formé Hassan à l'INES. Tous des grands experts en technologie. C'est un co-chercheur du Living Lab puis nos projets depuis 10 ans. Jean-Paul? Quand tu présentes les gens, ça amène une gêne de poser des questions. D'abord, bonjour. Et je suis très impressionné par votre présentation, autant comme personne que comme leader. Je pense que c'est vraiment un modèle de rôle inspirant et extrêmement important qu'on retrouve au ministère. C'est vraiment super. Qu'on retrouve ailleurs aussi, bien sûr, avec les réseaux. Il y a une question que j'aimerais essayer de voir en termes d'influence. On va revenir un peu sur le leadership. En même temps, ça ouvre sur une préoccupation qu'on a comme équipe aussi. La question du lien avec le terrain. On est dans un ministère extraordinairement centralisateur. Ça donne l'impression que la vérité et les solutions, l'idéal, c'est que ça vienne d'en haut. L'idéal, que ce soit standardisé, normalisé, puis que ça soit, on demande au réseau de l'appliquer, puis ça vient de s'éteindre. En même temps, je charrie un peu, là, mais en même temps, on sait très bien que l'innovation, ça se passe sur le terrain. C'est vraiment à partir des gens qui vivent des expériences, qui ont des défis à relever et qui sont capables de se réunir et de travailler ensemble qu'on finit par innover et faire évoluer les choses. Et ma question est, c'est quoi le lien que vous êtes capable d'établir avec le terrain
pour vous inspirer, même pour encourager l'innovation, parce qu'avec une diversité de contextes qu'on peut avoir dans une province comme le Québec, on peut savoir des gens qui développent, qui font avancer pas juste les connaissances, mais les façons de faire, puis adapter au contexte dans lequel on est, en particulier dans le monde rural et tout. Le lien avec ces gens-là, pour moi, c'est toujours aussi un facteur d'influence majeur de personnes comme vous au ministère. J'ai fait un bout comme directeur de la santé publique au ministère, puis les contacts qu'avec les responsables de santé publique sur le terrain, c'était quelque chose que j'utilisais beaucoup pour influencer les décideurs, et ça cassait les pieds, évidemment, des bureaucrates de carrière qui faisaient partie de l'autre gang qui disaient que le terrain, il fallait leur dire quoi faire. Mais en même temps, c'est toute cette capacité de pouvoir capitaliser là-dessus, puis en même temps, donner une chance au terrain de pouvoir servir, puis avancer, d'aller plus loin. Je reviens à la question. Comment vous gérez ça, cette dynamique-là, en sachant très bien là, que surtout le ministère, plus il a progressé, plus il est devenu centralisateur. Donc, en termes de capacité d'influencer et l'innovation et le ministère. C'est vrai, c'est une super bonne question. Bon, là, je sais que dans la machine depuis 2 ans, mais dans ma tête, je suis encore une représentante du terrain au ministère et je ne suis pas plutôt une représentante du ministère sur le terrain, mais bon, ça, c'est dans ma tête. Ma perception du rôle du ministère j'y crois fermement, puis en fait, ce qui fait que je ne suis pas toujours d'accord avec la façon que la machine fonctionne, mais c'est de cadrer. C'est que dans le fond, le principe, c'est que ici, on a un système public, mais normalement, la personne qui fait de l'impôt à Bécomo, à Amos ou à Montréal-Nord devrait normalement avoir un minimum de services acceptables partout parce qu'elle paye pour ça en tant que payeur d'impôts puis qu'elle est une habitante du Québec. Fait que là, ça, c'est comme la prémisse de base dans ma tête. Donc, le ministère, son rôle, c'est de cadrer pour que ce minimum-là soit acceptable. Après ça, c'est aux régions à utiliser le cadre puis à régionaliser selon leur perspective à eux. Parce que c'est pas vrai justement qu'à Montréal-Nord puis à Bécomo, c'est la même réalité. Puis l'inverse, c'est vrai. Fait que ça, c'est un peu la façon que j'essaie de gérer mes affaires au ministère dans mes dossiers à moi. Puis ça, c'est la direction nationale médicale, peut-être que vous connaissez moins le préhospitalier, mais c'est une des choses qu'on est en train de renverser la vapeur présentement. C'était extrêmement top-down. C'était la direction nationale médicale vous dit de faire ça et vous le faites, puis vous n'avez pas votre mot à dire. Alors que moi, j'ai créé un exécutif, puis j'ai dit, c'est vous qui allez me dire comment ça fonctionne, puis comment vous voulez que ça fonctionne. Puis je vais analyser ce qui se passe, je vais vous mettre une balise minimale pour les régions, puis après ça, vous le ferez comme vous voudrez, tant qu'il y a des objectifs clairs. L'objectif clair, c'est que le soin soit donné, que la qualité soit là, etc., etc. Fait que le ministère doit donc émettre des cadres, émettre des objectifs, puis après ça, les régions doivent l'appliquer dans leur perspective à eux, puis donner le feedback aussi, il faut l'écouter, ce feedback-là. Ce que vous dites est intéressant. En fait, quand vous dites que vous utilisiez les directeurs de la santé publique des régions pour venir influencer, c'est un truc que j'ai appris, ça aussi, dans mon rôle à moi, où des fois, quand il y avait des problématiques, des fois, je dis, écoute, là, à un moment donné, moi, je n'ai plus le pouvoir, je suis rendue, j'ai plus le pouvoir d'influencer rien. Fait qu'on essayait de trouver des stratégies parce que je pensais que le but ultime était louable et le projet devait avancer ou l'idée devait avancer. Puis, en fait, c'est ça. Mettons, pour les urgences, là, on a une table des chefs d'urgence qui n'avait jamais existé, qu'on a présenté justement pour se donner une chance d'entendre ce qui se passe sur le terrain. C'est sûr, le fait de travailler à l'urgence encore à chaque semaine m'aide aussi à avoir... quand j'entends qu'il y a eu une directive ministérielle qui est descendue puis qu'elle ne s'applique pas, puis c'est super mauvais, bien là, je fais « oh, oups ». Fait que là, dans ce temps-là, moi, après ça, je retourne au bureau puis on modifie ça. Fait que c'est ça, c'est de trouver l'équilibre, d'écouter, de cadrer. Comme tu sais, je veux dire, ça reste le rôle du ministère, je pense, d'offrir un cadre minimal, mais d'être dans l'écoute puis dans l'innovation. Puis le dernier point par rapport à l'innovation, puis savoir que c'est le terrain qui va innover parce qu'effectivement, eux, ça a une implication concrète sur leur travail. C'est tout le concept du scaling up, là. C'est quand il y a un bon projet, puis on fait comme « wow, c'est vraiment intelligent, ça ». C'est d'être capable d'aider l'équipe et de donner le crédit. Là. Moi, je ne suis pas du genre à prendre le crédit pour ce que je ne fais pas. À ce moment-là, c'est de l'utiliser. Comme là, présentement, on a Capital National, Montérégie qui ont des projets de paramédecine communautaire. Bien là, tu sais, je suis comme « wow, c'est super bon, qu'est-ce que vous avez fait? Donnez-moi votre recette,
puis on va prendre le livre de recettes, on va le mettre tag ministère, puis on va publier le livre de recettes pour que tout le monde puisse le faire. Fait que c'est toutes des petites choses que j'essaie de faire dans mon quotidien pour vraiment être groundé le plus possible. Ouais. Merci. Est-ce que tu aurais le temps pour une dernière question, Élise? Oui, dernière. En passant, Élise, je voulais te présenter Karine Latulippe, qui est la coordonnatrice de notre Living Lab. Et Julie Théberge, qui est la coordonnatrice de notre division créative, Bleu Ciel en médecine et performance, qui travaille pour son doctorat à la création d'une conférence spectacle avec les 7 doigts de la main, qui va être soit virtuelle, soit en personne, on verra, ou qui va faire le tour pour présenter les résultats du projet Urgence Rurale 360. On va t'en parler. Peut-être que tu vas vouloir chanter dans ce spectacle-là. Julie a sûrement pris des notes là-dessus. Quand Joanne Liu, elle nous a dit qu'elle aimait beaucoup colorier, puis que c'était une façon, là, j'ai reçu plusieurs textos de Julie pour me dire que, hey, je te l'avais dit qu'il fallait. D'ailleurs, à 2h30 pour tout le monde, il y aura Julie Théberge puis Thierry qui vont parler de l'art et la médecine. Pour les résidents, c'est une activité qui font partie de leur stage. Y a-t-il une dernière question de ceux qui n'ont pas posé de questions jusqu'à maintenant? Sinon, merci infiniment pour ta grande générosité. J'ai appris à te connaître encore plus que d'habitude et je sais pourquoi les gens t'apprécient encore plus sur le terrain, je le savais déjà, mais encore plus. Fait que vraiment, tu as beaucoup de tact, beaucoup d'intelligence émotionnelle, je trouve. Et ça, c'est pas dû. Ah, ça aussi, j'ai des audiobooks là-dessus. J'ai dit ça aussi, j'ai des audiobooks là-dessus. Mais merci, Richard, pour vrai. En fait, c'est super le fun. Puis tant mieux si ça peut aider quelqu'un. Dans ma tête, je suis une personne. Comment je dis ça? Je suis la personne la plus normale de la Terre. J'ai juste un peu plus d'énergie que la moyenne. Là. Fait que c'est juste ça. Puis, gênez-vous pas s'il y a des questions ou des choses aussi. Ça va me faire plaisir. Viendrez m'influencer si vous sentez que le terrain n'est pas écouté. Puis, passez un bel été quand même. Il faut profiter un peu de ces quelques mois de soleil et de chaleur. Donc, merci tout le monde. Bonne chance pour votre continuité. Puis, Élise, je m'excuse. Joanne Liu, l'autre jour, m'a dit, elle m'a dit, écoute, est-ce que tu vas interviewer Henry Mintzberg? J'ai dit, ben, il fait partie justement des personnes qu'on va interviewer rapidement, puis tout ça. Puis là, c'était Joanne qui l'a interviewé hier. Tu as manqué ça, là, mais c'est Joanne qui a fait l'entrevue au complet de Henry. C'était très touchant. Elle me dit, pour moi, c'est un mentor, tout ça. C'était vraiment un moment, vraiment, notre technologie ne fonctionnait pas bien, là, mais ça a super bien été. Puis elle m'a dit, on devrait faire que chaque personne interviewée doit maintenant choisir une personne qui l'a influencé. Fait que toi, si tu avais à choisir une personne pour faire partie de ça que tu pourrais toi-même interviewer dans le cadre des grandes entrevues, ça serait qui? Spécifiquement pour la pandémie, tu parles? N'importe quoi, des leaders, des grands leaders qui ont... Non, c'est une joke. Check, c'est déjà fait. Je sais. Hey, ben laisse-moi y penser. Pense-y. J'ai quelques idées. Mais ouais, OK, parfait. Je pense à ça, puis je te redonne une Ça marche. Ben, merci tout le monde encore une fois. C'est bien le fun de vous voir. C'était vraiment des beaux moments. Merci, Élise. À tantôt. Merci. Merci beaucoup, Élise. Merci. Bye. Merci. À bientôt. Bye. Merci pour votre temps.